Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce midi est Evelyne Uyttebroeck. Bonjour. Bonjour. Ministre de l'Environnement, région bruxelloise, membre d'Ecolo. Vous vous entendez mieux avec Dominique Leroy qu'avec Didier Bellens? Je m'entendais pas mal avec monsieur Bellens. Les contacts que j'ai eus, une fois hier et une fois la semaine passée, Il y a quand même eu avec Madame quelques mots Leroy. doux qui ont défrayé la chronique De sa avec part. Didier Bellens. De ouais. sa part, effectivement, mais je pense qu'il s'en est excusé par après. Je n'ai jamais eu de problème particulier avec monsieur Bellens. Donc le courant a l'air de mieux passer avec la nouvelle patronne de Belgacom. Est-ce que vous avez fait la pub de Proximus Mais hier? non, pas du tout. Je crois que c'est vraiment un très très mauvais procès. Je l'ai dit, j'étais invitée hier par Proximus. De toute façon, je crois que j'aurais été tout autant critiquée de ne pas avoir répondu à cette invitation. Ça, c'est clair. Mais je trouve qu'il était normal qu'avec un interlocuteur qui se trouve autour de la table depuis des mois et des mois, comme les autres opérateurs, je pouvais être présente. Je devais être présente, entre autres, aussi pour bien expliquer que la 4G allait respecter aussi les normes que nous avons édictées au niveau de la santé. Maintenant, si les autres opérateurs m'avaient invité, j'aurais été. Ouais, Emmanuel Debock, pour le FDF, parle de confusion des genres, confusion grave. Il crie à la distorsion de concurrence. Et les autres opérateurs ont aussi dit dans des interviews qu'ils estimaient que Proximus était parfois avantagé dans les discussions et avec des discussions séparées avec la ministre de tutelle que vous êtes. Absolument pas. La preuve en est, c'est qu'on a d'ailleurs déjà donné des permis d'environnement pour la 4G à d'autres opérateurs d'ailleurs que Proximus. Donc il y a d'autres opérateurs qui ont le permis qui permet d'installer les fameuses nouvelles antennes. Il y a d'autres opérateurs qui ont déjà des permis, qui n'ont pas installé leurs antennes, mais qui ont déjà les permis. Mais maintenant, allez, soyons clairs, qu'est-ce qu'on croit que les opérateurs, c'est le monde des bisounours, c'est les géos, c'est les gentils opérateurs, c'est un monde où il y a de la concurrence, un monde commercial. Et donc ça ne m'étonne évidemment pas que la publicité qui est faite par Proximus hier soit critiquée. Ouais, mais donc si Movistar ou Base vous invite, vous allez aussi appuyer sur le buzzer. Absolument, s'il m'invite, j'y répondrai. En tout cas, pas de discrimination de ce côté-là. Et nous avons discuté, et pas seulement depuis un an, mais depuis des années, avec tous les opérateurs. Ouais. Ça s'est accéléré quand même. On avait dit que la 4G, ça allait prendre des mois et des mois. On est en février, même si ce n'est qu'une petite partie du territoire qui est couverte. Comment est-ce que vous expliquez que tout d'un coup, on passe d'une situation où les opérateurs nous disaient ça va prendre un an à finalement on est déjà prêt? Moi, je l'avais dit, ça ne prendrait jamais autant de temps à partir du moment où tout le monde est de bonne volonté et où tout le monde joue carte sur table. Donc on a travaillé à la fois... Les arrêtés ont été publiés en décembre, si je ne me trompe pas. Oui, il y a encore la troisième lecture qui doit être faite de l'arrêté, qui va revenir du Conseil d'État très, très prochainement. Mais donc nous avons mis à peu près quelques mois, mais il fallait avoir un accord de toutes les parties. C'était évidemment les différents opérateurs, mais c'est aussi le Parlement. Et donc voilà, je pense et mon administration, parce qu'il fallait quand même une solution qui soit faisable techniquement, mais qui soit aussi tenable au niveau juridique. Alors, qu'il n'y ait pour l'instant que 20% qui va pouvoir fonctionner, mais ça c'est normal. Quand la 2G ou la 3G sont arrivées, il n'y avait pas 100% du jour au lendemain. Et donc ici, ça va être fonction du placement des antennes et de la délivrance des permis. Est-ce qu'on a rattrapé le retard que les Bruxellois pensaient avoir par rapport aux autres régions ? Ça, il faudra demander aux opérateurs parce que ça va dépendre surtout d'eux et du délai qu'ils vont mettre à faire les demandes de permis. Ça, la balle n'est pas dans notre camp, mais donc j'imagine évidemment que les autres opérateurs vont suivre également Proximus dans leur demande de permis. Vous allez l'utiliser, vous, la 4G ? Pour l'instant, en tout cas, je suis très contente avec la 3G. Je n'en ai pas un urgent besoin. Je crois très certainement que la 4G, il y a sûrement certaines professions. On m'a dit qu'au niveau aussi hospitalier, au niveau sécuritaire, il y avait un besoin de la 4G. Donc il était normal qu'on l'ait, cette 4G. Il est vérifié aussi qu'au niveau des ondes électromagnétiques, je pense qu'il est préférable d'avoir la 4G plutôt que d'avoir la 2G. Et donc, nous aurons de toute façon une phase transitoire où on aura simultanément une 2G, 3G, 4G, jusqu'à ce qu'on ait la 5G. C'est pour ça qu'on a aussi mis sur pied un comité d'experts qui va devoir rendre tous les ans un rapport au gouvernement sur l'application de cette législation. Et ce dossier valait le bras de fer
qui vous a opposé aux opérateurs sur le nombre de vols par mètre et il a fallu quand même changer la législation bruxelloise en la matière? Qu'on doive changer la législation, ça je crois qu'on l'a su assez rapidement. Quand la législation a été faite en 2007, il n'y avait pas de 3G, il n'y avait pas de 4G. Donc c'est une législation qui a évolué. Il n'y a pas eu vraiment un bras de fer. Mais il a fallu quand même dire clairement aux opérateurs que nous n'allions pas, nous, responsables politiques, transiger sur la question de la santé. Et donc, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On a changé la norme, mais on n'a pas transigé sur la santé. Ce n'est pas le cas. Nous restons, et je veux le dire, nous restons en tout cas les plus ambitieux au niveau de la norme de Belgique et d'Europe. Alors, est-ce qu'il y a un malaise, on va changer de sujet, est-ce qu'il y a un malaise dans le secteur de l'aide à la jeunesse? Ah, très certainement. Ouais. S'ils sortent de 15 jours de grève, que ce soit les SAJ et les SPJ, ce qui n'était quasiment jamais arrivé dans l'aide à la jeunesse, c'est qu'il y a un malaise. Là, je sors du SAJ de Bruxelles pour avoir une discussion franche avec les travailleurs, qui sont d'ailleurs quasiment à 80% des travailleuses. C'est sûr qu'il y a un malaise. Et donc quoi? Il faut renforcer les cadres, renforcer les effectifs? Il n'y a pas que ça. Ça, c'est une chose que nous avons proposée. Également, d'aller plus vite dans le remplacement des travailleurs malades. Mais vous savez, ils sont demandeurs de beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, nous sommes dans une aide à la jeunesse qui se trouve devant des cas qui sont des cas de jeunes et d'enfants souvent très jeunes qui multiplient les problèmes. C'est souvent des problèmes de santé mentale, c'est des problèmes parfois de handicap, c'est des problèmes de gros décrochage scolaire. Et donc, les travailleurs ont l'impression d'être presque la dernière pièce du domino. Quand ils sont passés partout et quand il y a de vrais problèmes, eh bien, on se tourne vers l'aide à la jeunesse. Et aujourd'hui, la très grande précarité, les problèmes de logement, les problèmes d'emploi, souvent se répercutent sur l'aide à la jeunesse. Et on va pouvoir rencontrer ces demandes dans la prochaine législature où on n'a pas l'argent pour le faire? Alors, ou c'est pas à l'aide à la jeunesse de le faire? C'est pas rien que l'aide à la jeunesse, c'est un problème aussi de société. Et je le dis souvent, si on ne résout pas des problèmes d'exclusion, de grande exclusion, et sur Bruxelles nous en avons, si on ne règle pas des problèmes d'enseignement, d'emploi ou de logement, eh bien oui, on va continuer à gonfler les rangs des jeunes qui se retrouvent dans l'aide à la jeunesse. Alors à court terme, on va donner des ballons d'oxygène, c'est clair. À plus long terme, il faut refinancer l'aide à la jeunesse, mais ici, discuter de tous ces problèmes sociaux. Ouais, donc ce sera pour la prochaine législature. Il n'y aura pas de centre fermé à Bruxelles, l'IPPJ? Il n'y en aura pas à court terme, parce qu'il n'y a pas d'argent pour le faire. Mais il est très clair qu'aujourd'hui, et là on parle des IPPJ, donc plus des SAJ, donc on passe sur le thème des délinquants. Quand on voit le nombre de Bruxellois qui se trouvent dans les IPPJ en Wallonie, il serait effectivement plus rationnel qu'on ait plutôt ces jeunes Bruxellois dans une institution ici à Bruxelles, parce que ça permet de mieux les réinsérer au niveau scolaire et au niveau familial. Donc ça serait de bonne politique, mais c'est aussi une question de choix budgétaire qu'il faudra avoir. Et donc pour l'instant, on ne sait pas le faire? Pour l'instant, en tout cas, dans les 3 mois, on ne sait certainement pas le faire. Et pendant la prochaine législature, il faudrait débloquer ce dossier ou pas? Il faudra débloquer ce dossier tout en disant bien que toutes les réponses ne se trouvent pas dans l'enfermement. Nous avons développé ce qu'on appelait les SAMIO, c'est-à-dire le suivi intensif des jeunes dans leur milieu de vie. Et on voit que ça donne des très très bons résultats. Et donc il faut poursuivre aussi l'accompagnement des jeunes qui ont commis des faits qualifiés d'infraction, mais dans leur milieu de vie. Et je crois que ça, il faudra, et ça coûte beaucoup moins cher qu'une institution fermée, et ça, il faudra certainement poursuivre. Alors, gros dossier de la semaine, cette fameuse taxe au kilomètre. D'abord, est-ce qu'on va faire le test ou on ne va pas le faire? Ah, le test va être fait. Ben oui, de toute façon, je dis, il y a quand même 15 ministres dans 3 régions différentes qui, il y a 2 ans, se sont engagés sur 4 points, en tout cas sur la question de la vignette autoritaire qui est plus globale sur tout le pays, et puis sur une expérience de 3 mois sur un certain nombre d'automobilistes pour évaluer effectivement cette question de, on a dit la taxe au kilomètre, certains l'appellent la redevance intelligente. Donc je ne sais pas quel est le bon terme, mais en tout cas, il faut qu'on ait une expérience qui se mène. Mais ça sert à quoi d'avoir une expérience alors que tous les partis, sans exception, ont dit non, finalement la taxe au kilomètre, on n'est pas pour, on n'est pas prêt, c'est pas le moment. Oui, alors bon, l'hypocrisie. Y compris écolo. L'hypocrisie chez les politiques 3 mois avant, je trouve que ça commence à bien faire. Quand je vous dis que tous les politiques et tous les partis ont dit clairement il faut faire une expérience parce qu'il faut mesurer, il faut savoir ce que va donner une taxe au kilomètre comme elle a été appliquée dans d'autres pays. Il faut faire des comparaisons aussi avec ce qui s'est fait dans les autres pays. Moi, je ne connais pas de responsable politique, en tout cas, qui n'applique pas quelque chose sans l'avoir essayé avant. Alors, moi, Écolo a quand même fait un communiqué indiquant que les conditions n'étaient pas réunies pour une taxe au kilomètre. Alors, qu'a dit Écolo et qu'ont dit les coprésidents?
après la déferlante qui était basée d'une pétition qui était basée sur une confusion. Je pense que tous ceux qui ont signé la pétition ont très clairement cru que ce n'était pas du tout une expérience pilote et qu'on allait faire la taxe au kilomètre le lendemain, y compris dans toute la Belgique. Et donc il fallait très rapidement que tous les partis, y compris Écolo, qui étaient pointés du doigt, et entre autres j'ai très peu apprécié les déclarations de monsieur Ludgen, qui a signé le papier pour faire l'expérience, hein, soyons clairs. Et donc il fallait très clairement qu'Écolo dise, c'est absolument pas Écolo qui a lancé ça, mais c'est tous les partis, et 2, ça ne pourra se faire que si d'autres conditions sont réunies. C'est ça qu'Écolo a dit. Alors moi, ce que je dis aujourd'hui... Les autres conditions, c'est les transports en commun, le RER, etc. Mais ça, c'est facile. Je veux dire, c'est facile de dire il faut des transports en commun. On est tous d'accord avec ça. Il faut évidemment des propositions alternatives en matière de mobilité. Mais vous n'étudiez pas quelque chose une fois que vous avez ces alternatives. Il faut l'étudier évidemment avant. Et moi, je dis il ne faut pas y avoir de tabou, que ce soit par rapport au péage urbain ou que ce soit par rapport à la taxe au kilomètre. Il ne faut pas de tabou parce qu'il faut les étudier. Il faut voir ce que ça donne. Il ne faut pas spécialement les appliquer par après si on voit que ce n'est pas une bonne solution. Et il faut des conditions. Il faut que ça remplace une autre taxe. On l'a toujours dit. Il faudra quelque chose qui change dans la prochaine législature. Il faut, sur ce terrain-là. Mais je crois que là, encore une fois, tous les partis sont d'accord pour dire nous avons des congestions automobiles aujourd'hui qui posent un problème dans cette ville pour les habitants, pour les entreprises, parce que vous avez une congestion également pour ceux qui veulent travailler en voiture. Et donc, il y a une demande qu'il y ait moins de congestion pour la qualité de vie et pour l'environnement également. Est-ce que c'est le retour du dossier des nuisances aériennes de l'aéroport ? J'ose espérer que non. Ouais. Mais la Flandre donc attaque au Conseil d'État le dernier plan de dispersion des vols du secrétaire d'État Melchior Wathelet. Elle a raison de le faire. Encore une fois, 3 mois avant les élections, la Flandre se réveille peut-être un peu tard en défaudant en plus qu'une seule partie de son territoire. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Ce que je dis, c'est que ce dossier, qui est un dossier qu'on traite depuis 12 ans, il faut le prendre de manière globale. Il faut arrêter de balancer des avions d'une partie du territoire à l'autre. Et donc, je l'avais dit à M. Wathelet, quand il a pris ce portefeuille-là, c'est qu'il faut trouver une solution qui est globale, où personne n'y perd. C'est-à-dire qu'il ne faut plus de vols de nuit, très clairement. Donc on doit interdire les vols de nuit à l'aéroport de Bruxelles. Il faut interdire les vols de nuit à l'aéroport de Bruxelles. Et la nuit, c'est quoi ? C'est 22h, 23h, jusqu'à 6h jusqu'à 7h du matin. Et très clairement, il faut aussi réfléchir, et ça, il n'y a pas que moi qui l'ai dit, à la spécificité de cet aéroport. Si on veut faire un aéroport d'affaires, ce n'est pas la même chose que si on veut faire un aéroport qui va multiplier les compagnies low cost. Et donc ça veut dire qu'on envoie les compagnies low cost sur Charleroi, au Bierzet, au Stand ? Mais qu'on réfléchit en tout cas dans une certaine superficie, ça va de Ostende à Lille, à Liège, à Charleroi, quelles sont les spécificités des différents aéroports et quelle est leur situation. Ouais, c'est un peu facile de dire nous les Bruxellois on veut plus de vols de nuit ou de vols charter, ils font beaucoup de bruit, prenez-les donc à Charleroi. Vous vous trouvez avec un aéroport ici qui est proche d'une ville, d'une région d'1,1 million habitants. Et qui procure des emplois. Et qui procure des emplois, mais un aéroport d'affaires peut aussi procurer des emplois. Mais il faut arrêter aussi de poser la question de la santé publique et la question de la création d'emplois à l'aéroport. Ça, c'est un langage que j'entends depuis 12 ans. En tout cas, c'est ce que je dis aujourd'hui. On ne va pas balancer du Noordrand à l'Oostrand au centre, mais moi, comme ministre bruxelloise, si nous avons une augmentation des nuisances sonores à Bruxelles et principalement dans les quartiers centraux, parce que c'est ça qui risque d'arriver, c'est sûr que nous devrons aller au recours, ce que je ne souhaite pas. Merci Evelyne Uyttebroek d'avoir été l'invitée de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Alexandra Romer.